Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Le Niger, le Mali et le Burkina créent une force unifiée de 5000 hommes. Le ministre nigérien de la Défense, Salifou Modi, a annoncé ce mardi que les 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel ont décidé de créer une force commune, une force de 5000 hommes. L'objectif est de pouvoir unifier les efforts dans la lutte contre le terrorisme qui sévit dans ces pays et qui se propage vers les pays de la côte ouest africaine. Une force unifiée au sein de l'AES. Elle sera forte de 5000 hommes et bientôt opérationnelle pour lutter contre le terrorisme. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Dieudonné Sironou. Oui, écoutez Guillaume, aujourd'hui, l'élément commun beaucoup plus qui réunit ces 3 États du Sahel, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, c'est bien la crise sécuritaire. Quelle crise sécuritaire? Crise sécuritaire fabriquée et orientée pour déstabiliser ces 3 pays. Alors, nous parlons bien évidemment des attaques djihadistes qui sont devenues aujourd'hui légion dans ces régions du Sahel et qui commencent par déstabiliser également des pays proches, notamment le Bénin, le Togo et même le Ghana. Et donc, une crise qui commence par se généraliser. Mais au premier plan, ce sont ces 3 pays-là qui étaient à la ligne de mire de ces tueurs en série et qui continuent d'opérer dans ces régions. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour mener la lutte contre ce fléau, mener la lutte contre ces meurtriers? C'est s'unir, réunir toutes les chances de son côté pour combattre ce fléau. Je crois que c'est ce qui a été toujours dit et demandé pour finir cette guerre avec le terrorisme. Mais malheureusement, cela a été toujours très mal organisé parce que on a toujours tendance à ouvrir, à tendre la main à quelqu'un ou alors à une puissance plus grandiose qui vienne organiser cette lutte-là pour faire face au terrorisme. Et malheureusement, on a fini par comprendre que la force d'ailleurs ne pourra pas aider l'Afrique ou alors cette zone du Sahel à combattre le terrorisme. Et donc, ces 3 pays se sont décidés aujourd'hui non seulement pour réclamer leur souveraineté, mais plutôt aussi orienter leur énergie sur ce combat et pour le finir une fois pour de bon. Qu'est-ce qui peut amener à finir ce combat si ce n'est pas l'unicité des actions? Je crois que cette promesse qui a été faite par le ministre nigérian de mettre sur pied une force de 5000 hommes. En soi, c'est une initiative, je veux dire, très réfléchie, parce qu'on ne peut plus aujourd'hui aller en rang solitaire contre ces gens-là qui se fabriquent par milliers, par centaines, par milliers et qui ne finissent jamais. Il faut donc unir les efforts aujourd'hui pour aller contre cette machine-là qui continue de ronger, de détruire, tant au Burkina Faso, au Niger et aussi au Mali. Même ceux-là qui ne sont pas dans la zone sahélienne, au nord du Togo, et bien au Ghana, et bien ces terroristes continuent toujours par frapper. Maintenant, si ces 3 pays décident de se mettre ensemble pour combattre, quoi de mieux? C'est une très belle guerre à organiser. Je me dis, sur le continent aujourd'hui, il n'y a plus question de tourner les regards ailleurs, mais il est plus question de regarder dans sa cagnotte, dans son carquois, ce dont on dispose pour trouver des solutions endogènes et non attendre la solution d'ailleurs. Je veux dire, depuis 2 ou 3 ans déjà, ces pays qui sont dirigés par des militaires font ce qu'on appelle de l'exploit contre ces terroristes-là, ces tueurs en série. Même si on ne communique pas trop là-dessus, les médias occidentaux, propagandatistes d'ailleurs, du défaitisme à l'égard de ces pays, ne prennent pas malheureusement le temps de communiquer sur l'effort que ces militaires sont en train de faire pour défendre leur pays. Et on a tendance à croire que les choses vont de mal en pire. Mais je crois qu'avec la mise ensemble de ces forces-là, on aura encore plus de résultats probants face à ces terroristes-là et attendre le développement. On ne peut jamais parler de développement sans la stabilité.
il faut que les pays sahéliens arrivent d'abord à parler un langage de sécurité, de stabilité d'abord avant d'aller vers le développement. Le développement ne sera pas possible s'il y a des gens dans l'ombre qui déstabilisent. Et donc, c'est de bonne guerre que ces trois pays se mettent ensemble pour combattre véritablement le terrorisme sans entendre une puissance d'ailleurs qui vienne chercher d'abord des intérêts au lieu de viser l'objectif réel qui est la sécurité de cette zone-là. Alors, Samirou Rossama, je le disais, le ministre nigérien de la Défense, Salifou Modi, a annoncé ce mardi à la télévision publique que ces trois pays membres de l'Alliance des États du Sahel mettaient sur pied une force unifiée. Elle sera forte de 5000 hommes. Objectif, lutter ensemble contre le terrorisme. Une force qui serait pratiquement prête et qu'on verra émerger dans les semaines à venir. L'AES crée donc sa force unifiée contre le terrorisme. Alors, je pense qu'il est important de contextualiser un peu la situation. Vous vous rappelez que la Confédération de l'Alliance des États du Sahel a été mise en place avec pour objectif de combattre ensemble les groupes armés sur leur territoire. Donc, je parle des pays sahéliens, donc les pays qui ont connu des coups d'État entre 2020 et 2023. Donc, notamment le Niger, le Burkina Faso et puis le Mali. Dans les propos du ministre nigérien de la Défense, il a donné quelques éléments. Il a dit par exemple que cette armée aura son propre personnel, aura ses propres moyens aériens, ses moyens terrestres, moyens de renseignement, système de coordination, et que ce n'est qu'une question de semaines avant que cette armée ne prenne corps véritablement. Alors, il y a un petit problème. Le problème, c'est que nous sommes dans une situation de confédération, une organisation formelle, disons une organisation formalisée d'ailleurs, avec le président de la commission qui a été nommé entre-temps véritablement. Alors moi, ça me cause un problème. Est-ce que c'est de l'apanage du ministre nigérien de la Défense de faire une annonce qui concerne la vie d'une organisation, la vie d'une confédération qui est l'Alliance des États du Sahel? Est-ce que c'est son rôle véritablement? Est-ce que de manière protocolaire, est-ce que ça lui revenait véritablement de dire ou de porter à la connaissance de l'opinion nationale, l'opinion confédérale et puis l'opinion internationale de cette nouvelle mesure qui a été adoptée par les États du Sahel? Deuxième élément, je pense qu'il a également manqué de nous donner véritablement où est-ce que l'état-major général de cette armée va être implanté. C'est où le commandement se fera à partir de quel territoire? Est-ce que c'est à partir du Niger? Est-ce que c'est à partir du Burkina Faso? Est-ce que c'est à partir du Mali et tout cela? Cette information aussi, nous n'avons pas cette information-là. Troisième élément, lorsqu'il dit que c'est une question de semaines avant que cette armée ne soit opérationnelle, je me demande qu'est-ce qui pressait véritablement de sortir, faire une annonce pour une mesure qui n'est pas encore opérationnelle, pour une mesure qui n'est pas encore apte à agir véritablement. Parce qu'on sait que même sans la mise en place d'une telle armée, les trois pays là du Sahel mènent déjà des opérations ponctuelles, conjointes contre les groupes armés, contre les djihadistes, notamment dans la zone dite des trois frontières véritablement. Et vous savez que ces pays-là font objet des attaques récurrentes donc de ces groupes armés. Ne serait-ce que le 11 janvier dernier, l'armée burkinabé a été l'objet d'une embuscade, tentée par des groupes djihadistes véritablement. Donc on parle du groupe lié à l'État islamique au niveau du Grand Sahara véritablement. Donc ça c'est de 1. Quand vous prenez la Confédération tout entière, la Confédération est située dans une zone sahélienne véritablement, et une zone enclavée avec un territoire de 2 758 km², soit 71 millions d'habitants, un PIB cumulé de 130 milliards de dollars américains véritablement. Donc quand vous prenez tous ces éléments-là, vous vous dites, mais à quoi va servir ces 5 000 hommes sur un territoire de 2 758 km²? Quelle sera l'efficacité d'une telle armée? Parce que les propos du ministre nigérien de la Défense ne nous donnent pas les informations. Est-ce que c'est une force progressive? Est-ce que, pour le moment, c'est une force de 5 000 hommes? Et là, il ne nous dit même pas quelle est la contribution des trois pays, notamment le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Combien ces différents pays-là vont contribuer dans cette force-là? Et maintenant, est-ce que cette force-là va évoluer? Ces 5 000 hommes-là, est-ce que...
en matière d'effectifs. Donc ça veut dire qu'on n'a pas tous les éléments, on n'a pas tous les éléments pour pouvoir apprécier véritablement sur l'opportunité et également l'efficacité d'une telle mesure dans la lutte contre l'insécurité dans cette partie donc du Sahel. Alors si vous permettez, on va reprendre en tout cas les griefs que vous retenez par rapport à une telle annonce et le contexte de l'annonce par rapport au profil de la personne qui fait l'annonce. Est-ce qu'on ne peut pas les dire comme étant une annonce générale et qu'on aura les précisions puisque, vous l'avez dit, l'armée sera opérationnelle dans les semaines à venir. On s'attend à ce que le commandement, on nous donne des informations sur le commandement et que peut-être celui qui va commander l'unité soit connu, l'état-major ou bien la situation géographique de l'état-major sera connue. Tous les problèmes que vous avez soulevés, en tout cas en matière d'informations manquantes, on espère que peut-être dans les jours à venir, ces informations seront fournies, puisque l'annonce n'a été faite que ce mardi, hier. Et donc on attend que dans la foulée, c'est vrai, normalement, on ne peut pas faire une telle information puis se taire, et puis on va voir l'armée sur le terrain. On espère que des informations complémentaires viendront pour qu'on puisse peut-être encore revenir sur ce plateau, analyser. L'autre chose, quand vous parlez d'effectifs, il faut dire que, vous l'avez souligné aussi, ces États ont déjà une certaine coopération qui permet à leurs forces de combattre ensemble. Est-ce que peut-être, selon vous, ne serait-ce pas une force supplémentaire qui ne vient pas mettre un coup d'arrêt à la coopération inter-État qui se faisait déjà? En tout cas, à mon sens, c'est comme ça que je l'ai compris. Je me dis, peut-être je peux me tromper, je me dis que 5000 hommes, effectivement, avoir la superficie et la population, peut-être que ça ne va pas dire que s'il faut une opération au Burkina, au Mali, au Niger, c'est seulement ces 5000 hommes qui vont intervenir. En tout cas, c'est ce que je me dis, Samir. Mais moi, je pense véritablement qu'en réalité, pour de telles annonces, je me disais que ça allait être peut-être une annonce simultanée dans les trois pays. C'est-à-dire les ministres de défense des trois pays pouvaient donc, parce que ce ne sont pas les mêmes populations au niveau du Niger, au niveau du Burkina Faso, au niveau du Mali. Donc ça devrait être des annonces simultanées des ministres de défense donc des trois pays. Soit on laisse ce rôle-là donc à la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, qui existe depuis septembre 2019 officiellement, qui a pratiquement un an et quelques mois, et 2023. Et vous savez, dans quel contexte cette organisation a été mise en place? Parce qu'en réalité, à l'époque, la CEDEAO était en train de mettre en place toutes les options possibles, notamment l'intervention militaire. Il fallait vite faire, mettre en place quelque chose pour dire que bon, si le Niger a attaqué, ils vont pouvoir intervenir et tout. Donc, on a comme l'impression qu'ils sont dans l'empressement habituel dont on les connaît depuis la mise en place de cette confédération. Merci beaucoup à vous, Samir. Alors, Firmeteko Agbo, 5000 hommes, une force unifiée pour l'AES, objectif combattre le terrorisme sur le territoire de ces trois pays. Vous savez, moi je l'ai toujours dit, moi je soutiens la lutte contre le terrorisme. Je soutiens la lutte contre le terrorisme. Moi, ce que je reproche aux trois putschistes qui sont à la tête de ces trois États, c'est le manque de méthode. Et ça se fait voir. Vous avez suivi tout le développement de Samir, je ne vais pas revenir sur les mêmes choses. Ça manque de méthode. Tout d'abord, au niveau de la forme. On a une confédération qu'on appelle AES, mais je me demande si aujourd'hui, je peux me demander si la confédération existe vraiment. Si la confédération existait vraiment, il reviendrait à la confédération de faire cette annonce. Mais je me rends compte comme je le disais, on peut s'attendre à ce que la confédération vienne appuyer cela après. Non, ça, ce n'est qu'une annonce faite par un ministre des Affaires étrangères, membre de cette confédération. Il n'est pas qualifié juridiquement à faire cette annonce. Le ministre nigérien n'a aucune compétence juridique pour faire cette annonce. C'est la confédération qui a toute la compétence juridique pour faire cette annonce. Ou soit c'est le président de la confédération, ou c'est le président, soit le président de la confédération, soit le président de la commission de la confédération qui doit faire l'annonce. Ça veut dire... Mais est-ce que cela remet en doute quand même l'initiative? Ça remet en cause l'efficacité de l'initiative? Non. Tout ça, il y a déjà un tâtonnement. Ça prouve à quel point ça ne va pas vraiment marcher. Déjà? Oui, ça ne peut pas marcher parce qu'il y a assez de tâtonnements. Parce que quand on parle de confédération, regardez par exemple, vous imaginez la CEDEAO qui annonce quelque chose. Ça veut dire qu'il y a déjà le budget. Il y a déjà la situation géographique. On va revenir sur cet aspect. Oui, il y a déjà la situation géographique. Regardez, on dit par exemple, on annonce une force, une institution. Ça veut dire cette force-là doit avoir le budget. On doit connaître la situation géographique de cette force. Vous savez, il y a la force multinationale MIS qui existe. Sa capitale, c'est où? C'est le Tchad.
On connaît la contribution, c'est le Tchad. Et tout le monde sait que cette force, c'est une force. C'est pour la zone du lac Tchad et tous les pays qui interviennent dans cette zone-là, dans la lutte contre les groupes armés, notamment Boko Haram. Oui, bien sûr. Mais ici, maintenant, la force, là, c'est quelle force? Elle existe où? Maintenant, elle va travailler avec les armées. On dit qu'elle va émerger dans les semaines. Je pense que vous occultez non, ça veut dire qu'en réalité, dans les semaines à venir, non, ça veut dire qu'en réalité, ils ne s'étaient pas préparés avant de faire cette annonce. C'est un coup de com' qu'ils ont voulu faire peut-être à titre dissuasif pour dissuader les terroristes, ces bandits, mais ils ont manqué de stratégie et de méthode. Pour moi, à ce niveau, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Maintenant, par rapport au fond, est-ce qu'ils ont les moyens? La question de moyens, justement, oui. C'est ce que je m'avais posé pour notre deuxième tour de table. Dieu donne ses. Non, mais écoutez, vous voulez réagir d'abord, oui, rapidement. Justement. Parlons d'ailleurs du profil de l'annonceur. Ouais. Voilà. Et très bien. Écoutez, je ne pense pas que la question se trouve au niveau du profil de la personne. Samir voudrait que ce ne soit pas lui seul, qu'il y a le ministre des Armées ou de la Défense du Burkina, même profil au niveau du Mali, et que les trois fassent une annonce simultanée. On parle d'une interview à la télévision. Oui, bien sûr. Ce n'était pas un événement formel, organisé pour faire une annonce officielle au nom. Bon, voilà. Voilà, officiel, j'allais dire. C'est officiel, c'est officiel de toutes les façons. Mais ce n'était pas un événement solennel. On parle d'une interview passée à la télévision. Ouais. Alors, vous n'avez pas besoin forcément que ces trois pays-là se réunissent derrière le ministre nigérien pour faire cette interview-là. Mais on peut quand même parler au nom de ces trois États parce que c'est une aspiration partagée, c'est une conviction partagée de ces trois États. Le problème ne se pose pas. Même, excusez-moi, un chef d'état-major peut faire, un chef d'état-major par exemple du Burkina Faso peut faire cette annonce parce qu'il y a eu des concertations, il y a eu des approbations, il y a eu des dispositions qui ont été prises à la base. Pourquoi vous voulez que ce soit qui le fasse? Que ce soit Assimi Goïta qui se lève et qui fasse cette annonce, forcément? Mais vous me surprenez. Non, mais écoutez. On parle d'une lutte, d'un combat. Il ne s'agit pas de l'esthétique à ce niveau. Mais c'est pour ça qu'il faut le profil de la personne. Ça ne pose pas de problème. Alors, la personne une question tout à l'heure affirmait, est-ce que, en dehors du profil qu'il critique, est-ce que vous pensez que cela remet en cause l'efficacité de la réflexion ou de la méthode derrière? En tout cas, moi, je ne remets pas en cause l'efficacité de l'action qui va être mise sur pied. Il a bien dit que le personnel de cette force sera connu. Cela voudrait dire il y a encore des structurations, il y a encore des annonces beaucoup plus précises à faire les jours à venir. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir essentiellement? Une force commune des trois États sera mise en place pour lutter contre le terrorisme. Alors, en soi, permettez qu'on aborde l'autre aspect, puisque le temps est contre nous. Vous aurez le temps de réagir sur cette question. Permettez que moi je pose mon autre question. Oui, de toutes les façons, vous allez avoir la parole et ce n'est pas un problème à mettre de côté et puis à gérer à la carte. Les terroristes n'attendent pas une stratégie et une esthétique sur le terrain. Merci beaucoup. Alors, la question que je voulais poser, c'est la question liée aux moyens financiers surtout. Non, mais quand vous parlez et aux équipements. Très bien. On a dit que cette force sera financée à 100% par la Confédération des États du Sahel. On sait que ces trois pays ont fait déjà partie de ce qu'on appelait le G5 Sahel, qui avait justement souffert de moyens financiers pour se mettre en œuvre. Est-ce là aussi l'élément clé qui a poussé ces forces à vouloir financer à 100% eux-mêmes, qui poussait plutôt ces pays, pas ces forces, ces pays à financer à 100% cette nouvelle force qui va naître? Et si oui, est-ce que l'efficacité qu'on remarque, dont on parle dans ces armées du Burkina, du Niger et du Mali, pourra être attendue aussi au niveau de cette force unifiée? C'est-à-dire, est-ce qu'on aura réellement les moyens pour pouvoir atteindre les objectifs? Puisque chacun de son côté essaie de mettre les moyens dans son armement, est-ce qu'on aura assez de moyens pour financer cette force? Si chacun de son côté essaie de mettre les moyens dans son armement, cela voudrait dire la mise ensemble des moyens mis dans cet armement doit contribuer à l'atteinte des objectifs. C'est-à-dire que les armes achetées par le Burkina, on va prendre une partie pour aller là-bas, ou bien il y aura un budget carrément que le Burkina va envoyer à la Confédération? C'est de ça que je parle. Que ce soit les armes achetées par le Burkina Faso, convoyées, ou alors un budget. N'oubliez pas que nous sommes en face d'une jeune confédération, d'une jeune alliance qui a besoin du temps pour mettre en place toutes ces structures. Cela n'empêche quand même pas
d'aller au front et d'aller se faire, d'aller combattre ce qui est en train de ruiner déjà l'espace. N'oubliez pas que l'armée malienne, par exemple, depuis un moment a pris de l'ascendance en matière d'arsenal, en matière d'équipement. L'armée burkinabé, autant, a fait la même chose. L'armée nigérienne également a fait la même chose, ce qu'ils n'avaient pas pu faire le temps des accompagnements de certaines puissances. Mais aujourd'hui, si ces armées-là se mettent ensemble et disent, mais écoutez, malgré qu'ils nous ont lâchés, malgré qu'ils nous ont abandonnés dans la lutte, nous sommes quand même arrivés à quand même avoir des résultats sur le terrain. Pourquoi ne pas se mettre ensemble pour aller vers un objectif précis? Et là, vous allez me parler de moyens. Vous pourrez compter aujourd'hui l'armement que l'armée malienne a, alors qu'elle a été lâchée par la puissance qui l'accompagnait. Le Burkina Faso, qui continue toujours par s'équiper en termes d'armement. Le Niger, qui continue toujours par s'équiper. Et là, où est-ce qu'il trouve les moyens pour s'équiper? Et il ne peut pas se mettre ces moyens-là pour continuer la lutte. Pour vous, la volonté de ces États de le faire va primer sur les moyens dont ils n'avaient pas eu, et qu'ils n'avaient pas eu quand ils étaient dans le G5 Sahel, par exemple. Naturellement, il y a la volonté, et cela veut dire que les moyens seront mobilisés. Quand il y a la volonté, il y aura toujours les moyens. Oui, monsieur Guillaume, moi je voudrais qu'on apporte une certaine clarification. Vous pensez véritablement que le ministre nigérien de la Défense ne sait pas que l'armée nigérienne a des moyens matériels adéquats, l'armée burkinabé en a et l'armée malienne en a, avant de dire de façon claire que cette armée aura son propre personnel, ses moyens aériens, ses moyens terrestres et ses moyens du renseignement? Vous pensez qu'il ne sait pas que ces différentes armées au niveau de la Confédération, des efforts qui se font dans chaque pays, il y aura un effort qui se fera en commun pour alimenter. C'est une armée indépendante qu'ils sont en train de mettre en place. C'est une armée qui ne dépend d'aucune armée de ces pays au niveau de la Confédération. Au niveau donc de cet espace-là. C'est un problème de moyens. Deuxième élément, monsieur Guillaume, vous vous rappelez bien, mais c'est ça que j'ai donné. Lui-même, il sait que les moyens seront mis en place parce que la Confédération sera dotée de moyens financiers pour pouvoir acquérir ces différents moyens matériels. C'est pas chacun qui va apporter son armement. Non. Ils le font déjà dans le cadre des opérations ponctuelles qu'ils mêlent ensemble, et dont ils traquent les groupes armés terroristes. Deuxième élément, mais quand il dit le G5 Sahel, vous pensez que ces pays-là avaient les moyens? Vous pensez que ces pays qu'on a cités là, le Niger, le Burkina Faso et le Mali avaient des moyens et ils ont laissé les puissances occidentales comme l'Union européenne, la France, pour aller mobiliser les moyens à l'international, et ils n'ont pas pu mobiliser les moyens adéquats? Oui, c'est justement ce que je disais. Ils ont fait confiance à ces organisations internationales, mais ils n'ont pas pu avoir les moyens. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec la volonté qu'ils affichent, ils peuvent avoir Monsieur les moyens? Guillaume, lorsque vous êtes dans une organisation comme le G5 Sahel, qui est une organisation indépendante, il faut le rappeler, parce qu'elle est constituée par les pays africains de cette partie donc sahélienne du continent. Donc quand vous êtes dans une organisation comme ça, où vous n'arrivez pas à mobiliser les moyens au plan international, ça veut dire que vous-même, si vous avez une bonne volonté, vous pouvez mener des opérations, même si elles ne sont pas d'envergure. Vous n'avez pas fait ça. Ça, c'est le troisième élément. Je vais finir par là. On peut dire aussi que les personnes qui dirigeaient ces pays au temps de G5 Sahel ne sont plus les mêmes. Monsieur Guillaume, c'est du bluff. C'est du bluff. Je vais vous dire, pour terminer, vous vous rappelez dans quelles circonstances ces trois pays-là ont dénoncé un certain nombre d'accords avec les puissances occidentales, notamment la France, et dans quelles conditions ils ont renvoyé ces puissances occidentales installées sur leur territoire, notamment les différentes bases qui étaient présentes sur le territoire. Vous vous rappelez dans quelles conditions ils ont envoyé leur démission au niveau donc de la CEDEAO pour pouvoir quitter la CEDEAO. Ça serait effectif le 29 janvier prochain. Et dans ces conditions, ça les empêche d'avoir des moyens? Parce qu'ils se sont tournés vers d'autres partenaires comme la Russie, comme les. Donc si on se tourne vers la Russie, on n'aura plus les moyens. C'est parce que de toute façon, cette armée-là, elle compte sur quoi? Elle compte sur la Russie. Elle compte sur l'armement russe. Elle compte sur les Chinois. Elle compte sur les puissances aussi. Mais c'est semblant de souverainiste, c'est semblant vous avez de l'amour pour la patrie, c'est un faux débat. De toute façon, les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, nous ne pouvons pas
nous ne pouvons pas être isolés dans cette lutte contre le terrorisme. À un moment donné, parce que nous ne fabriquons pas les armes, parce que nous n'avons pas la technologie nécessaire, à un moment donné, vous allez vous tourner soit vers Alpha, soit vers le vers Beta. Et comme vous n'êtes pas, en de bons termes avec Alpha, vous allez vous tourner vers l'autre. Mais sur la base, ils sont les mêmes. Ils sont là pour leur profit. Alors, on va écouter la version de Firmin. Oui, puisque je n'ai pas eu effectivement de réponse aux questions de moyens financiers. Les moyens financiers, c'est généralement ce qui accompagne la création de tels regroupements. Une armée qui va disposer de son propre matériel. D'où viendront les moyens financiers? Parce qu'on sait qu'on a rencontré des problèmes financiers lors de la création du G5 Sahel. On a fait confiance aux partenaires étrangers qui aussi n'ont pas pu mobiliser les moyens. Est-ce qu'aujourd'hui on peut compter sur la bonne volonté de ces militaires qui sont au pouvoir? Parce que je le disais tout à l'heure à Samy, ils n'étaient pas au pouvoir au temps de G5 Sahel. Bon, quand ils sont venus, ils ont commencé par retirer leur pays. Est-ce qu'on peut faire confiance à leur bonne volonté pour trouver les moyens pour financer cette armée? Est-ce que c'est une question de bonne volonté? Vous n'avez pas. On dit souvent que quand on a la volonté, on peut tout faire. L'argent, ça ne se fabrique pas comme ça. On n'a rien, en fait. Vous imaginez l'amunissement. Mais ils trouvent les moyens quand même d'acquérir des armes pour leur pays. Non, c'est une question de troc qu'ils font. Est-ce qu'ils ne peuvent pas faire le même troc pour financer cette armée? Je dis c'est une question d'organisation. Par exemple, l'amunissement, elle employait combien de personnes au Mali? Au Mali, plus de 6 000 personnes. Mais le budget de l'amunissement, c'était plus de 1 milliard 200 millions de dollars par an au Mali. Est-ce que ces trois pays-là, ou cette AES peut disposer de plus d'1 milliard pour pouvoir gérer ces 5 000 hommes? Vous imaginez? L'amunissement, ce n'était pas seulement de l'armement. Hein? Oui. C'était plusieurs services à la fois. Oui, c'est plusieurs services. Donc on comprend que le budget soit plus grand. Oui, regardez. Ici, il s'agit d'une armée unifiée. Oui, non, quand on parle d'état-major, quand on parle d'armée, mais il y a tout dedans. Il y a des services, il y a la santé, il y a tout. C'est une armée, c'est une institution qu'on met en place. Mais pourquoi la CEDEAO jusqu'à présent n'arrive pas à mettre en place une armée? C'est une question de moyens. La CEDEAO n'a pas ces moyens. Puisque l'État est contre nous, pour vous, ils n'auront pas les moyens. Non, ils n'auront pas les moyens. Cette force ne va pas véritablement exister. Puis c'est une question de moyens. Et moi, c'est là où je dis qu'il va être difficile à l'AES de résister autant. Parce que c'est une question de moyens. Vous imaginez, les gens critiquent la CEDEAO. La CEDEAO, elle dépend à 60% de l'extérieur. Parce que les États n'arrivent pas à mobiliser assez de moyens pour pouvoir couvrir toutes les dépenses de la CEDEAO. De la même manière, il sera vraiment difficile à ces trois États de pouvoir mobiliser les moyens pour pouvoir faire survivre l'AES. L'AES, elle ne va pas véritablement durer dans le temps. En tout cas, ce n'est qu'une question de temps, selon l'annonce faite par le ministre nigérien de l'armée, ou de la défense, excusez-moi, le ministre nigérien de la défense. Quelques semaines, on verra très bien comment cela va se passer. On aura beaucoup plus d'informations et on reviendra sur ce plateau pour en parler. Merci beaucoup. Est-ce que vous croyez que l'AES existe? Pour moi, l'AES n'existe pas. Hein. C'est votre point de vue à vous et cela n'engage que vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.